Chers terriens, bonjour. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir ni la dernière des découvertes au niveau des espèces animales, ni de nouvelles constellations, mais quelque chose qui s'est bien déroulé sur notre planète, et plus précisément un événement historique. Nous allons voir justement la bataille d'Eschenfeld, si je me prononce bien, communément appelée, enfin plus communément appelée en français, la bataille des Vosges ou la bataille de l'Alsace, voire la bataille du Rhin. Nous sommes alors en 58 avant Jésus-Christ, et cette bataille confronta les Suèves aux Romains. Alors détaillons un peu ces nations et ces caractéristiques. Alors d'un côté nous avons la République romaine, alors je tiens à préciser que c'est la République car les Romains sont passés par plusieurs formes politiques, donc que ce soit une dictature, un empire, une république, etc. etc. Donc les Romains d'un côté, sur place nous avons le valeureux impérateur Lulius Caesar Divus, carrément plus connu sous le nom de Jules César, qui en plus d'être un écrivain, est au passage l'un des plus grands généraux et stratèges militaires connus, en plus de sa fonction politique basique, on va dire. Donc aux commandes, on n'a pas un simple fonctionnaire qui va partir à 16h30 parce que c'est les horaires, mais quelqu'un d'assez investi et qui n'aime pas du tout les défaites. Et Jules César n'est pas venu seul, bien évidemment, il est venu avec 6 légions et des auxiliaires pour un total approximatif de 30 à 40 000 guerriers. Alors les auxiliaires, c'est un type d'unité militaire qui sont justement censés soutenir les légionnaires. Alors à prendre en compte que les légionnaires sont justement des soldats de vocation, donc qui ont un entraînement militaire et pour la majorité, pour certains, mis à part les débutants, ont déjà une carrière, donc déjà une expérience militaire. Comparé aux auxiliaires qui eux, le plus souvent, voire la grande majorité du temps, sont des personnes issus du milieu paysan, donc qui n'ont pas ou peu de formation militaire et n'ont pas le même type d'armement et d'armure que les légionnaires. Alors tout ça en fait une bonne armée, pas des plus imposantes, mais pas l'armée du seigneur galeux d'à côté qui veut pas se soumettre et va payer 2-3 mercenaires justement pour se rebeller. Donc je tiens également à préciser que les légionnaires c'est justement un type d'unité militaire, comme j'en ai parlé juste avant, mais que c'est un type d'unité militaire qui a été fait en 753 avant Jésus-Christ et qui a été dissous en 473 avant Jésus-Christ. Autrement dit, pendant cette longue période, leur statut, que ce soit juridique, au niveau des salaires, etc., etc., beaucoup de choses ont changé. Donc il y a aussi le nombre d'unités, notamment. Tout ça pour dire que même si on a des traces, nous avons totalement des traces de Jules César, donc c'est assez... Alors face à nos Romains, nous avons les tambours Suèves, pour voir si vous suivez bien. Alors les Suèves, qui sont-ils? Alors c'est un peuple germanique qui fut très redoutable quand même à l'époque, et qui laissa même un dérivé de leur nom dans une région de l'actuelle Allemagne, la Souabe. Donc pour la petite histoire, plus tard ils participeront aux grandes invasions de la fin de l'Empire romain, et ce qui est assez marrant, c'est que les premiers écrits et les premières traces écrites du coup de ce peuple viennent justement de Jules César et de cette bataille. Alors pour récapituler, nous avons d'un côté les Romains, commandés par Jules César, dont la renommée militaire en va de soi, et d'un autre côté nous avons les Suèves, ou plutôt la Confédération suève, ceci je l'expliquerai dans le contexte justement dans le prochain point, commandée par Arioviste, donc un roi suève qui connaît bien les Romains. Arioviste, donc, qui est le roi justement des Suèves et le chef de la Confédération des Suèves, j'ai précédemment dit qu'il connaissait bien le monde romain puisqu'il s'était déjà rendu. Il a quelques contacts à Rome apparemment, notamment un certain Marcus Metius, qui était apparemment un proche de César, ainsi qu'un Metellus Celer, si je prononce bien son nom, qui est le gouverneur de la Narbonnaise. Pour les petites anecdotes, Arioviste signifie qui voit loin, je trouve ça marrant pour un commandant, et Arioviste est polygame. Voilà, militairement ça n'a aucune valeur, mais je me sentais de vous le dire. Pour débriefer un peu tout ça, nous avons d'un côté les Romains qui sont à 30 à 40 000 guerriers, et d'un autre côté la coalition suève qui est d'approximativement 80 000 soldats. Donc, voilà. Je tiens tout de même à préciser que la taille des armées est à prendre avec des pincettes parce que
Souvent, les historiens, du moins les personnes qui écrivent les récits des combats, ont tendance à ajuster un petit peu en fonction de ce qui va les arranger. Souvent, si ça va être une défaite, ils vont un petit peu grossir la taille des ennemis, pour dire du genre oh, nous n'étions, je dis n'importe quoi, nous n'étions que 100 contre 2000 hommes, donc c'était du genre c'était sûr qu'on allait perdre, comparé à souvent ceux qui vont gagner vont plus souvent dire nous étions moins nombreux, du genre ils étaient 2000 et nos 100 valeureux guerriers ont réussi à vaincre les 2000 personnes. Alors parfois ce fut légèrement le cas où le camp d'en face était numériquement largement supérieur, mais voilà, je tiens à préciser que c'est quand même à prendre avec des pincettes, surtout quand les seules traces écrites viennent d'une seule personne, soit en l'occurrence Jules César. Alors nous sommes dans un contexte de guerre froide, non c'est pas le bon texte, ah oui, du coup nous sommes dans un contexte de conflit germano-gaulois où dans un sens nous avons les Germains, donc pour être plus précis la coalition suève, qui est en conquête justement pour annexer les territoires gaulois, donc qui sont à l'offensive, qui sont côté Alsace, etc., etc. Alors au vu des cartes, nous avons de ce côté les attaqués, autrement dit les Gaulois, notamment le peuple éduin, qui par la suite va faire la coalition éduin en formant une alliance avec les Séquanes et les Avernes, d'où est sorti Vercingétorix. De l'autre côté, nous avons les Suèves, donc les valeureux Suèves, qui, pour leur coalition, s'alliera avec les Arubes, les Marcomans, les Tribocs, les Vengions, les Némètes, qui sont assez aussi réputés pour leurs guerriers, et les Sédusiens, qui seront mentionnés par Jules César. Alors cette alliance, la coalition éduin, leur permettait de repousser la coalition suève outre-Rhin. Sauf que les Suèves, plus déterminés que jamais à étendre leur territoire et faire leur expansion, réussirent et mirent raclée sur raclée militaire à la coalition éduin. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que les Éduins, sans parler de la coalition, juste le peuple éduin, a envoyé des ambassadeurs à Rome pour leur parler de ce problème. Sauf que, à l'époque, Rome et notamment Jules César étaient justement en train de repousser la migration des Helvètes qui était en train de se dérouler au même moment. Grâce aux ambassadeurs envoyés à Rome, Rome a pu justement retourner le problème envers Arioviste, qui n'en a rien à carrer. Pour lui, ce ne sont que des lopettes perdant face à ses troupes et n'a pas du tout envie d'écouter leur pleurnicherie. Cependant, Jules César, donc, qui a été nommé en 59 consul, soit un an après approximativement le début de cette guerre germano-gauloise, voit en ces invasions un danger pour les biens romains et essaya de suspendre ses interventions en Gaule, mais le regard militaire romain était déjà plus tourné, comme je le disais, vers la migration helvète, qui, petite parenthèse, est l'actuelle Suisse. D'ailleurs, la Suisse est actuellement encore appelée la Confédération helvétique. Alors, ceci fut presque aussi utile que mettre une petite tape à un loup devant un enclos. Il va juste repartir en te regardant parce que c'est un petit peu bizarre, mais va ensuite revenir parce qu'il a faim. Et c'est exactement le cas d'Arioviste, qui a faim de conquête et d'expansion, et va continuer à harceler la coalition éduin. Face à ça, les Séquanes, donc qui font partie de la coalition éduin, firent de même. Envoyer quelques ambassadeurs à Rome communiquer ce problème grandissant. Et car pendant ce temps, les bases des Suèves justement se multiplièrent et s'avancèrent sur leur territoire. Une fois la migration helvète repoussée, Jules César décida de s'occuper plus sérieusement, voire entièrement, d'Arioviste, estimant que son danger n'allait plus s'arrêter non pas à la Gaule, mais qu'il pouvait voir en ses annexions une occasion de tout envahir, soit les territoires transalpins, puis par la suite l'Italie. Ceci lui fit apparemment penser aux Cimbres et aux Teutons, qui sont deux peuples dont l'histoire fut similaire. Il commença à envoyer plus d'ambassadeurs à Arioviste, afin de régler ce différend de manière diplomatique. Mais celui-ci les renvoyèrent chez Pépé à Rome, refusant tout entretien en terre gauloise et déclarant que les Romains n'ont pas à s'occuper des affaires germano-gauloises, ajoutant même son droit de rester en Gaule, car ce sont des terres qu'il a conquises
donc qui lui appartient. Alors Jules César, pas très serein de la situation, décida d'envoyer un ultimatum à Ariovisque, lui proposant que s'il rentrait chez Mémé en Germanie, il resterait ami du peuple, mais avec ceci quelques obligations, soit plus de transfert de population germaine en Gaule, la libération des otages de la coalition suève qui sera similaire à la libération des otages de la coalition Éduin, plus de provocations politiques ou militaires envers les alliés de Rome, autrement dit la coalition Éduin. Et il fait savoir également que s'il refuse toutes ces avances, si on peut appeler ça comme ça, Rome prendra part à cette guerre, mais du parti des Gaulois. Et à votre avis, quelle fut la réponse? La guerre! Et oui, sinon il n'y aurait pas eu de vidéo sur cette bataille, mais sur la gourmandise est un vilain, c'était faux, sauf les bons. Bref, comme vous en êtes douté, Ariovisque répond que les Éduins ne sont que des lèches-pompes vassaux des Romains et que par le droit de la guerre, il met au défi César, tout en rappelant que son armée n'a jamais été défaite à ce jour. Souvenez-vous, j'avais précédemment dit que les Éduins puis la coalition éduenne se prirent raclée sur raclée. Est-ce que ce que vraiment je voulais dire par raclée sur raclée, c'est que la coalition suève ne subirent aucune défaite. De plus, Ariovisque se permit même d'ajouter que ses rangs augmenteront avec le temps et recevront du coup du renfort, ce qui me fit fortement penser au film Warcraft avec le portail. Ariovisque n'a pas attendu très longtemps car il se mit directement en marche vers Vésontio, qui est l'actuel Besançon, ce qui fit le prétexte tant attendu de César pour déclarer ouvertement la guerre. Pratiquant la marche forcée, tel Napoléon, Jules César a réussi à arriver à l'oppidum de Vésontio avant les Germains, ce qui lui permit justement de faire des préparatifs, de remotiver ses troupes, d'améliorer les garnisons, etc., etc. Alors pour récapituler l'enjeu de cette bataille, donc les batailles à venir, notamment cette bataille-là. Nous avons d'un côté les Gaulois. Donc d'une part, ça leur permettra de récupérer leur terre qui est actuellement occupée, mais en plus d'affirmer la fin, on va dire, d'une politique expansionniste des Germains à leur égard, parce que rappelez-vous qu'ils se prennent raclée sur raclée, et au passage, s'ils peuvent, essayer de grignoter quelques petits territoires suèves par-ci par-là, ce qui ne fut pas le cas. Alors d'un autre côté, nous avons les Romains. Alors l'enjeu pour les Romains, c'est d'un côté asseoir leur pouvoir politique, donc la puissance qu'ils ont actuellement, ensuite la fin d'une implantation de population germaine en territoire gauloise. Rappelons-le que les Gaulois sont des états vassaux des Romains, pas tous certes, mais sur l'endroit, oui. Et ça leur permettra aussi d'avoir un droit de regard justement sur ces terres reconquises. Même si elles sont restituées aux Gaulois, ils auront quand même un droit de regard dessus. Et les Suèves, donc les attaquants, qui eux pourront avoir des territoires notamment plus fertiles que ceux qu'ils ont de l'autre côté. Nous sommes début août, peu de jours après l'entrée de César à Vésontio. Donc César reprend sa progression vers Ariovisque qui se situe peut-être à une quarantaine de kilomètres. C'est alors que Ariovisque demande à son tour une entrevue à César, dans une vaste plaine à approximativement mi-distance des deux camps. César maintient alors ses conditions et Ariovisque lui rappelle que il a gagné justement ses terres face aux Gaulois et que du coup ça l'autorise à en faire ses vassaux, techniquement. César refuse ces arguments et se retire, apparemment également parce que certains cavaliers germains provoquent la garde qui accompagnait César. Alors les jours qui suivirent furent hautement sous tension et marqués par de légers conflits. Alors d'un côté, Ariovisque déplaça son camp à une dizaine de kilomètres de César, puis par de multiples raids, tenta de couper les ravitaillements romains, préférant déstabiliser et décourager les Romains plutôt que de faire une attaque frontale ligne contre ligne. Après quelques jours de petits conflits mineurs entre raids, César établissa son second camp, plus proche des Germains, malgré les raids germaines visant à l'en empêcher. Les raids répétitifs commençaient à agacer Ariovisque, qui attaqua un camp romain, et même s'il faillit le prendre, les Romains réussirent à garder leur camp. César, agacé, déploya ses troupes, les auxiliaires devant le second camp, tandis que les légions
à l'aide du premier et second camp. Puis, maintenant ses soldats en ligne, il les fit avancer en direction du campement germain. Ariovisque, quant à lui, avait une gestion de ses hommes par tribu, autrement dit, les Areudes d'un côté, la tribu des Vengions d'un autre, les Némènes d'un autre côté, etc., etc. Les forces romaines avançant, le combat s'engagea sur l'aile droite romaine. Les Germains n'ayant pas eu le temps d'utiliser leurs armes de jet, donc tout ce qui est lance, etc., ils se regroupèrent en phalanges. Bien évidemment, là nous ne parlons pas des phalanges de la main, mais plus d'une formation militaire de combat d'unité, pour être plus précis, qui consistait à avoir des équipiers en armement lourde qui leur permettait de casser les lignes d'infanterie adverses. L'aile droite romaine forcée par les piquiers, les tribus de l'aile gauche germaine se renforcèrent en nombre et réussissent à faire une percée. C'est alors que le lieutenant de César, un certain Publius Crassus, oui c'est vraiment son nom, donc ce lieutenant mena la cavalerie et prit l'initiative d'envoyer la troisième ligne des légions, donc là de l'infanterie, en appui à l'aile gauche. Cette initiative permit aux Romains de reprendre l'aile gauche, puis ensuite d'aider l'aile droite, autrement dit d'assurer la victoire pour cette bataille. La victoire étant en romain, l'armée d'Ariovisque fut massacrée ainsi que tout le reste, les villageois ayant migré avec eux aussi, à moins d'être des plus chanceux, soit ceux les plus proches de l'autre côté du Rhin qui purent être rejetés pour reprendre les terres. Quant à Ariovisque, il fut blessé et réussit à repartir, traversant apparemment le fleuve sur une barque. Alors par conséquence, du côté des Romains, Jules César réussit à asseoir le pouvoir romain, justement de ce côté-là du territoire, que ce soit côté ouest du Rhin comme côté est du Rhin. Mais il fut, hélas, accusé de traîtrise par un certain Caton, donc un politicien romain, qui l'accusa justement d'avoir trahi les amis justement du peuple, car rappelons-nous que les Suèves, coalition ou non, étaient officiellement l'ami du peuple romain. Côté gaulois et germain, donc que ce soit peuple individuel ou coalition rassemblée, les impacts furent globalement l'enjeu. Vis-à-vis des Gaulois, ils ont juste pu récupérer les territoires qu'ils avaient perdus, et vis-à-vis des Germains, ils sont juste retournés en Germanie, laissant à l'abandon les territoires qu'ils avaient précédemment et tout fraîchement annexés. Alors mine de rien, cette bataille a quand même laissé une légende derrière elle. Cette légende conte l'histoire d'un jeune guerrier suève qui, au cours de cette bataille justement, s'extirpa puisqu'il était blessé, et en fait trouva refuge chez une famille de meuniers. Et en fait, il justement fonda une famille avec la fille de la famille, ce qui forma la ville de Mulhouse. Voilà. Et en fait, à la base, c'était juste globalement la famille avec le jeune guerrier et la fille du meunier. Et au fur et à mesure, entre des guerriers qui ont un petit peu déserté et justement des étrangers qui viennent, de personne en personne, la ville grossit de plus en plus. Du côté archéologie, des fouilles entreprises entre Cernay et Wittelsheim ont permis dans les années 1970 de mettre au jour des vestiges d'un camp romain sur la plaine de Loschenfeld. Cette localisation dans la plaine d'Alsace est aujourd'hui acceptée par la majorité des historiens. Mais la localisation précise de la bataille reste encore indéterminée. En même temps, retrouver 100 000 personnes dans une région il y a 2000 ans, bon courage. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que cet épisode d'Histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer des sujets, je me ferai un grand plaisir de vous faire un épisode dessus.